C'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, le responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. On se parlait à cette même antenne il y a une semaine tout juste, Frédéric. À l'époque, 75 points de base était un risque encore minoritaire. Une semaine après, on aurait du mal à comprendre que la BCE, la semaine prochaine, ne monte ses taux directeurs que de 50 points de base. Qu'est-ce qui a changé? Deux choses en une semaine. On annonçait que c'était un risque possible. Je n'étais pas encore convaincu. Pourquoi? Parce qu'Isabelle Schnabel s'est exprimée entre-temps à Jackson Hole avec un discours très volontaire, plus que hawkish. Il ne s'agit pas seulement d'une décision sur un mois, mais d'une vision et d'une fonction de réaction à plus long terme qu'elle a décrite et qui vont dans le sens effectivement d'un front-loading, d'un avancement des hausses de taux. J'allais dire autant que possible dans cet intervalle, dans cette fenêtre de tir que la BCE a encore avant une probable récession. La première chose, c'est ça, quand c'est Isabelle Schnabel, membre du directoire, un poids lourd, qui vraiment décide aujourd'hui d'une grande partie, je pense, des décisions. Ce n'est pas la même histoire que lorsqu'on a des gouverneurs de petits pays membres d'Europe de l'Est qui ont une inflation parfois de 15 ou 20% et qui plaident un peu pour leur paroisse, pour leur situation aussi domestique. Et puis deuxièmement, le chiffre d'inflation, là aussi on le surveillait, on n'attendait pas une amélioration, on a eu au contraire une surprise à la hausse de l'inflation sous-jacente, 4,3% en zone euro, c'est du jamais vu, c'est un nouveau plus haut historique. Ces deux éléments mis bout à bout font qu'effectivement une décision plus agressive que prévu, 75 points de base est possible. Je pense que la communication a été meilleure que pour la réunion du mois de juillet, dans le sens où cette communication, cette orchestration, cette préparation des marchés s'est faite de manière graduelle, plus claire. On comprend enfin, pour terminer, que le chef économiste Philippe Lane est sur une ligne un peu plus prudente, mais même lui, dans ses arguments, cite notamment l'écart encore très important entre le taux actuel aujourd'hui de 0 sur la facilité de dépôt et l'estimation d'un taux neutre qui serait compris entre peut-être 1 et 2%. Cet écart est trop important et peut justifier un rattrapage, je pense, pour ce nouveau geste. Quel est le price action qu'on aurait envie de voir dans le cas où la BCE montrait ses taux la semaine prochaine de 75 points de base? Le marché y est bien préparé, la probabilité est quasiment complète dans le marché, en tout cas, que ce soit le mouvement de la semaine prochaine pour la BCE. Je pense notamment à la parité euro-dollar, alors qui est toujours un objectif secondaire, mais un objectif secondaire de première importance dans la conjoncture qu'on connaît aujourd'hui en Europe. La question qu'on se posait déjà la semaine dernière avec vous, Frédéric, est-ce que ça peut être un soutien ou en tout cas une limite à la baisse de l'euro face au dollar et face à d'autres devises également? La BCE va l'espérer. Quand on a eu ses premiers ballons d'essai sur une possible hausse de taux de 75 points de base, l'euro s'est d'abord apprécié et puis ensuite on a eu immédiatement une baisse parce que le dollar s'est renforcé. Et cette histoire de la BCE et du taux de change, c'est une histoire qui date maintenant de plus de 20 ans de dépendance, parfois même de frustration parce que la BCE n'a pas le contrôle sur cette devise qui n'est pas effectivement partie de son mandat. Les statuts et les traités de la zone euro, de l'Union européenne, de la zone euro ne sont pas clairs en termes de responsabilité de la politique de change. Et donc c'est une histoire, encore une fois, de dépendance, en l'occurrence au prix du gaz, de l'énergie. L'euro a rebondi légèrement, mais ce n'est pas uniquement sur fond de BCE plus hawkish, c'est d'abord et avant tout un espoir d'amélioration de la situation sur le front énergétique. Donc il faut d'une part que la BCE soit hawkish, déterminée, qu'elle monte les taux, mais que surtout, d'autre part, elle soit en mesure de le faire et de continuer à le faire. Et ça, c'est largement en dehors de son contrôle. Ce qu'elle voudra également, c'est avant tout une forme de crédibilité par le marché. Et donc, par exemple, que les break-even, que les anticipations d'inflation ne montent plus, voire baissent, pas seulement en lien avec les prix de l'énergie, mais parce que la BCE, encore une fois, fait preuve de sa détermination. À propos des prix de l'énergie, de la crise énergétique, alors il y a le moyen long terme pour lequel on peut être peut-être optimiste du point de vue européen, Frédéric. Là aussi, c'est un point que vous souleviez la semaine dernière, parce que l'Europe va réformer son marché de l'électricité et son marché énergétique, qui est un marché totalement dysfonctionnel aujourd'hui, on peut le dire, Frédéric. On note quand même qu'en 48 heures, j'ai vu le prix du mégawattheure en Allemagne divisé par 2, à partir du moment où on a eu des informations rassurantes sur le niveau de stockage en Europe du gaz pour cet hiver. Oui, et j'ai peur que ces prix restent volatiles parce que côté stockage, on est effectivement au-dessus de 80% maintenant, un objectif atteint quasiment 2 mois en avance
Mais ce n'est pas la même conséquence pour tous les pays. Dans certains pays, ça signifie une marge de manœuvre de quelques semaines de consommation seulement. Dans d'autres pays, plusieurs mois. On pourrait là aussi avoir à nouveau des problèmes, voire toujours un risque de pénurie dans certains pays auxquels les États membres se préparent. Et puis côté fonctionnement du marché, cette baisse des prix forward futurs pour l'année prochaine, c'est surtout matérialisé sur l'espoir seulement et pas une action concrète d'intervention de l'Union européenne en termes de mécanisme de formation des prix. On comprend bien que ce prix est fixé à la marge par les fournisseurs d'électricité ou de gaz avec le prix le plus élevé permettant de combler le manque à gagner encore et à stocker. C'est de nature à introduire de la volatilité et on ne voit pas encore exactement comment fondamentalement une nouvelle régulation, des nouvelles règles du jeu changeraient les perspectives. Donc il faut rester prudent. Dans tout état de cause, je pense que c'est quelque chose qui d'abord maintient l'inflation à un niveau élevé malgré tout. On est revenu à des prix de mi-août à peu près. Et également entretient un peu de volatilité dans le marché et un risque de récession pour l'activité toujours bien réel. Parmi les rendez-vous qui marqueront ce mois de septembre, Frédéric, les prochaines élections générales en Italie, le 25 septembre prochain. Alors, les investisseurs sont habitués. Il y a une fréquence, une répétition de crises politiques en Italie qui font que les investisseurs qui s'intéressent à l'Europe et à la zone euro sont habitués à ce cas de figure. Comment vous évaluez le risque italien à travers cette situation politique du moment, Frédéric? Et puis, on en a assez peu reparlé, mais dans la dernière réunion de la Banque centrale européenne de juillet, on a eu, alors les détails, c'est allé un peu loin peut-être, mais on a eu quand même la révélation de cet outil anti-fragmentation, le TPI, qui a été donc dévoilé par la BCE au début de l'été. Est-ce que ça a changé quelque chose à la psychologie des investisseurs quand on regarde la dette italienne et les dettes périphériques de la zone euro? C'est vrai qu'à moins d'un mois de cette élection, on en parle très peu. Il y a une forme d'habitude, peut-être de complaisance dans les marchés, chez les observateurs de la politique italienne qui savent que tous les 18 ou 24 mois ou plus tard, on va passer par là, entre guillemets. Mais il y a aussi, je pense, sur le fond, deux éléments. On parlait de la réaction souhaitée de la BCE. La BCE veut qu'on en parle le moins possible, ne veut pas activer cet outil anti-fragmentation dans l'idéal et utiliser simplement son bilan, le réinvestissement du PEP notamment, pour stabiliser le marché. Si le taux est à 4% aujourd'hui, c'est probablement encore gérable d'un point de vue de la BCE, quand ça se discute pour le moyen terme. Et je pense qu'elle est très contente que finalement, il n'y ait pas plus de stress que ça. Il y a aussi surtout le résultat final, la composition. Les sondages sont relativement bons en Italie, on devrait avoir peu de surprises. La composition de ce gouvernement de coalition de centre-droit jusqu'à l'extrême droite, qui sera très importante. Et on comprend chez Meloni notamment ou d'autres leaders de l'extrême droite qu'il y a une réticence malgré tout à affronter frontalement l'Union européenne, la Commission européenne sur des questions budgétaires. Je pense même que des bases de compromis sont possibles sur la renégociation, par exemple, des conditions d'octroi des fonds européens. Donc on pourrait tout à fait passer entre les gouttes, entre guillemets, et avoir un gouvernement qui est ce qu'il est, qui présente bien sûr des risques en termes de réforme notamment, mais qui pourrait être gérable d'un point de vue de marché. Et l'instrument anti-fragmentation en tant que tel, on espère tous évidemment qu'il n'aura pas à être déclenché. La discrétion que la BCE a voulu mettre autour du déclenchement de cet outil et de l'utilisation de cet outil, c'est la bonne manière de faire pour une banque centrale ? Je pense que c'était l'outil et l'objectif, encore une fois, optimal, dans le sens où la BCE ne veut pas l'activer. Et là, je le répète, plus de 4 000 milliards d'euros d'actifs sur son bilan qu'elle peut utiliser de manière flexible. C'est une force de frappe potentiellement énorme, quasi illimitée, et donc l'espoir est de ne pas l'utiliser. Aujourd'hui, l'Italie serait qualifiée, entre guillemets, malgré un gouvernement plus populiste, parce que les critères sont de nature plus économique, fondamentale. Et c'est justement là, à mon avis, que le risque réside en termes de récession, dégradation des perspectives économiques. Moody's, l'agence de notation, a revu récemment ses perspectives à la baisse. Si les autres agences de notation suivent, ce n'est pas forcément un problème pour la BCE qui peut s'en affranchir. C'en est un pour un certain nombre de gros investisseurs, notamment étrangers, qui ne pourront plus investir en Italie. Et on sait que malgré les interventions de la BCE, l'Italie et la dette italienne restent toujours vulnérables à des possibles sudden stop, à des grèves des investisseurs pour une raison notamment de dégradation des perspectives via les agences de notation. Merci beaucoup Frédéric, merci pour votre éclairage de la semaine sur la situation de marché et la situation européenne à une semaine de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Frédéric Ducrozet avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management.